Safe Pace, le podcast des sports d'endurance, présenté par Hugo Clément. Vous en avez rêvé toute l'année, ça y est, vous êtes en vacances. Vous allez enfin pouvoir vous reposer, passer du temps en famille et entre amis, exhiber ce corps que vous travaillez toute l'année grâce à votre routine d'entraînement. Sauf que votre routine d'entraînement, en vacances, elle est difficile à maintenir. Entre le rythme de vos journées qui change, les repas à rallonge, le sommeil, la fête. Comment faire pour continuer à s'entraîner pendant les vacances pour ne perdre ni son niveau, ni sa famille ? Faut-il profiter des vacances pour réduire la charge d'entraînement ou au contraire pour l'augmenter ? En découvrant par exemple d'autres sports. Comment rester discipliné quand on est loin de chez soi et tiré vers le bas par des amis qui détestent le sport ? On va essayer de répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Safe Pace, c'est parti. Cet épisode de Safe Pace est enregistré depuis Argelès-sur-Mer, le terrain d'entraînement idéal pour vos sorties outdoor. Entre mer et montagne, faites de chaque sortie un défi sportif dans un paysage à couper le souffle. En famille, entre amis ou seul pour performer, Argelès regorge d'itinéraires pour faire brûler vos jambes et vous vider la tête. Rendez-vous sur argelès-sur-mer.com. Et on enregistre cet épisode de Safe Pace à Argelès-sur-Mer parce que quel meilleur endroit qu'Argelès-sur-Mer pour faire un épisode sur les vacances. Et comme chaque semaine, je retrouve mes experts de Safe Pace, Charlotte Morel, Fred Belot, Hugo Tormento. Ça va les amis ? Très bien. Super. Vous êtes reposés ? Au soleil. Hâte d'être en vacances ? Ce serait bien la piscine là, quand même. Pourquoi pas ? Et on est ravis d'accueillir deux invités aujourd'hui. Alexandre Prims, bienvenue dans Safe Pace. Merci d'être là. Tu es kiné, mais aussi passionné de course à pied. Sur les réseaux sociaux, tu animes le compte PAMS Therapy, qui est suivi par 300 000 personnes sur Instagram. Merci d'être avec nous. On va parler de la routine d'entraînement pendant les vacances, de comment faire pour s'organiser. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Hâte de parler de ce sujet-là. Je pense que ça va être intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire, donc... On a plein de questions pour toi. Et pour t'accompagner, Camille Chastel. Bonjour Camille. Bonjour. Tu es professeure de yoga et de pilates, créatrice de contenu. Tu abordes différents aspects du bien-être, notamment les défis sportifs, l'alimentation saine, la maternité épanouissante, l'entrepreneuriat. On a aussi plein de questions à te poser. Mais il me semble que tu es aussi spécialiste de la fête, Camille. Puisque tout à fait, si mes informations sont bonnes, tu n'as pas dormi par exemple la nuit précédente. J'étais tellement motivée à venir faire ce podcast que je me suis déplacée de Palma pour venir ici. De C'est Palma beau. de Majorque où Tout tu à étais fait. pour Un EVJF. un EVJF. Et donc Tout à tu fait. n'as pas dormi la nuit dernière. Tu as beaucoup bu la nuit précédente. Non, c'est faux. C'était jeudi. Ah, c'était jeudi, Oui, pardon. excuse-moi. Donc les vacances, ça te connaît, quoi. Les vacances, c'est comment s'entraîner quand on est entouré d'amis qui vous poussent à faire tout sauf du sport. T'as plein de conseils à nous donner. J'ai tout testé ce week-end en fait. Eh ben, J'ai tout mis en place pour pouvoir répondre aux questions aujourd'hui. Eh ben, c'est parfait, tu t'es impliqué à 100% dans cet épisode. En tout cas, je tiens à te dire que ça ne se voit pas du tout que tu as fait nuit blanche. Bon, Vraiment. c'est déjà pas mal. Non, il n'y a aucun signe extérieur de fatigue. Allez, pour commencer, un chiffre. 53% des Français déclarent qu'ils font plus de sport pendant l'été. Et ça monte à 67% chez les 18-24 ans, selon le baromètre Odoxa RTL en 2020. Vous êtes de cette team-là, là, autour de la table. Alex, toi, tu t'entraînes plus ? Honnêtement, je fais quand même du sport toute l'année et pendant les vacances, j'en fais autant. Ouais. Peut-être un peu plus parce que là, je vais partir en Norvège, donc ça va être des grosses randos et des gros trails. Ouais. Mais sinon, je pense qu'on va être assez régulier quand même tout au long de l'année. Camille ? Régulière aussi, mais je diversifie plus. Par Ouais. exemple, on est à la mer, on va faire du paddle, on va peut-être marcher un petit peu plus, faire les marchés, voilà. Donc plus une activité tout au long de la journée. Et vous, l'équipe ? Pendant les vacances, ça s'entraîne plus ? Je dirais que ça dépend un peu de sa situation familiale. Ouais. Et tu vois, tu citais les 18-24 ans qui augmentent leur temps de sport. Ça paraît assez logique. Ils ont les études toute l'année. Et puis là, ils n'ont pas vraiment de contraintes. Donc, ils peuvent vraiment Oui. profiter de leur été. Pas d'enfants à gérer ? Voilà, on y vient. Et quand on a une vie de famille, on part en vacances, on a quand même 1, 2, 3 petits à gérer aussi. Donc, pas forcément d'augmentation du volume maintenant, mais adapter l'activité au terrain, comme le disait Camille. Camille, t'as des enfants, je crois. Hein. Deux enfants. Non, Alexandre, pas encore. pas d'enfant. Non. Hugo, bon, je vous pose pas la question, hein, on se connaît. Ça peut servir à quoi les vacances, Alexandre, en termes d'entraînement, quand on n'a pas forcément le temps de s'entraîner comme on veut pendant l'année? Ça peut être un bon moment pour mettre un coup de turbo ou au contraire, faut faire gaffe? Justement, il faut s'y préparer tout au long de l'année. Et après, si on a plus de temps pendant les vacances, on peut se faire, justement, comme moi je vais le faire,
une bonne semaine choc où on va augmenter son volume, mais il ne faut pas partir de zéro et mettre d'entrée un énorme volume avec beaucoup de dénivelé, faire attention, être bien progressif, mais justement je pense qu'en termes de charge d'entraînement, c'est l'occasion quand même de s'envoyer un peu plus. Attention bien sûr à toujours adapter avec aussi la température, faire attention. Et avec ce qu'on fait aussi pendant les vacances, par exemple quand on fait une nuit blanche, est-ce qu'il est conseillé d'enchaîner avec une séance de sport, Camille ? Non, plutôt un podcast. Ouais. Bon, on va essayer de lister un peu toutes les pratiques les plus fréquentes chez les gens qui sont en vacances et vous allez me décrypter un peu si c'est des bonnes ou des mauvaises idées. Déjà, ce que beaucoup font, c'est reproduire le programme à l'identique sans rien changer. En gros, on continue à s'entraîner comme si c'était une semaine normale. Ça, il n'y a pas trop de risques. Mais il n'y a pas trop d'intérêt non plus. Si le programme le permet. À la limite, on peut aussi reproduire le programme qui était prévu. Oui, parce qu'il faut savoir que Fred, c'est un peu la fédération du programme d'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a un programme d'entraînement qui structure tout le reste de la vie quotidienne et on ne sort pas du programme d'entraînement. Disons que si on est en vacances et qu'on a du temps pour faire le programme qu'on avait prévu pour son objectif, c'est parfait. On en profite pour récupérer un peu plus. Là où ça devient compliqué, c'est si le programme familial, les copains, les soirées, là ça devient compliqué et donc je pense qu'il faut adapter. Oui, il ne faut pas être trop rigide sur le programme d'entraînement pendant les vacances. Il faut savoir lever un peu le pied. Charlotte ? Moi, quand j'entraîne un athlète, en fait, les vacances, on les cale de deux façons différentes. Soit, justement, ça va être une grosse période de charge parce qu'il va être plus disponible. Soit, au contraire, il aura les enfants, etc. Il sera peut-être même moins disponible que ce qu'il a l'habitude. Mais du coup, ça se planifie sur l'année. C'est sur la planification même de la saison où on sait quand est-ce que vont être les semaines de charge ou de décharge, que ce soit vacances ou pas. Et c'est ce qu'il faut aussi prendre en compte sur la globalité de la planification, quoi. Et moi, je dirais que c'est même une stratégie psychologique presque, parce que quand dans la famille, il y en a un du membre de la famille qui a des gros projets sportifs et que le reste, pas forcément. Au quotidien, ça peut être un peu une bataille de se lever le matin et d'aller courir ou faire autre chose plutôt que d'être à la maison. Donc, plutôt profiter de ces moments-là de vacances pour être en famille, justement, et un peu compenser le reste de l'année. Camille, je te vois hocher la tête. Tu confirmes ce que dit Hugo ? Oui, je confirme. C'est vraiment en fonction des vacances aussi qu'on aime faire. Parfois, on aime partir dans une maison, rester dans la maison. Donc là, on se dit, si je me lève le matin, je peux partir faire ma course à pied. Mais par contre, si on fait un road trip en Italie, c'est sûr que c'est plus compliqué de partir dès le matin, d'aller courir et de laisser l'autre, peut-être gérer les enfants et tout ça. Ouais. Il y a vraiment un ensemble à prendre en compte. Alors, il y a un risque avec le fait de maintenir son entraînement habituel, c'est le changement de terrain. Je pense à ça, par exemple, des gens qui sont habitués à courir que sur du bitume ou sur du plat, qui se retrouvent en vacances dans un endroit où il y a de la montagne et qui se disent, je vais faire exactement les mêmes séances sur un terrain qui connaissent pas. Et là, ça peut être risqué pour le coup, Alexandre. Bien sûr, là, c'est le dénivelé, surtout le dénivelé négatif qui va poser problème. Il faut faire attention aux descentes surtout. On a le syndrome de l'essuie-glace qui est une pathologie qui est très connue chez le coureur. Et quand on court sur plat, on est toujours sur les mêmes structures dont le corps est habitué, mais dès qu'on va mettre justement du dénivelé négatif, on va travailler beaucoup plus en excentrique et il y a des dommages qui sont beaucoup plus importants au niveau musculaire. Il faut faire attention, surtout pour l'essuie-glace. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Les gens qui sont habitués à faire beaucoup de dénivelé, attention sur plat, à ne pas faire des longues sorties de 20-30 kg. C'est pas parce qu'on fait 20 km avec 1000 de D+, qu'on peut courir 30 km sur plat. C'est pas du tout le même sport. Ouais, donc il faut adapter en fonction de l'endroit où tu te retrouves en vacances, adapter ton entraînement au terrain aussi. Et si je peux me permettre, ce qui est quand même important aussi, c'est dans sa saison de bien placer ses courses. C'est quand même ça qui est fondamental. C'est se dire, ma course, elle est là. Derrière, j'ai les vacances, je récupère. Pour moi, c'est le mieux de ne pas se mettre une contrainte de, pendant les vacances, devoir continuer à faire un entraînement qui est difficile. Planifiez bien vos courses dans la saison, soyez intelligent, même si c'est difficile d'avoir des dossards parfois et on n'a pas trop le choix, mais essayez quand même de penser à ça pour bien les structurer, être tranquille pendant vos vacances. C'est intéressant ce que tu dis de prendre en compte les vacances dans le choix des courses. Et donc toi, tu es plutôt de l'école de faire la course avant les vacances pour profiter des vacances pour récupérer. Après, ça peut être à double tranchant si on fait vraiment des grosses courses ou comme des ultras, où des fois pendant une semaine on va être KO et on va peut-être pas pouvoir profiter si on veut faire des grosses randos. C'est sûr que faire le GR20 si tu viens de te taper un ultra, ça va être moins sympa, quoi. Exactement, mais si c'est juste pour faire des vacances plage, ça peut avoir du sens justement de bien planifier ces courses. T'es de la même team, Hugo, ou toi t'es plutôt l'inverse, tu places plutôt tes courses pendant les vacances histoire de pouvoir bien t'ouvrir en deux quand tu travailles pas? J'ai longtemps été de l'autre team où justement je me profitais de ces vacances pour en mettre à fond et pouvoir monter la charge et accepter encore plus de charge. Et là, maintenant, je suis en train de switcher justement sur l'autre versant pour avoir l'événement plutôt juste avant la pause et pouvoir
profiter derrière avec ma compagne. Camille, tu fais des courses pendant tes vacances ou tu essayes plutôt de préserver le temps famille avec les enfants? Ou alors tu amènes tes enfants sur tes courses? Et j'amène les grands-parents. Et tu amènes les grands-parents, mais oui, c'est ça La qu'il faut faire stratégie. évidemment. Mais oui, L'importance on des néglige grands-parents. souvent Je ça, comprends. voilà. Et ça, Fred et Charlotte, vous pouvez confirmer, vous? Eh ben, Aujourd'hui, par exemple. On remercie toujours Mamie B sur les podcasts, sur les courses, voilà, parce que sans elle, on ne sait pas comment on ferait. Bah hier, on Les a stages fait aussi. les championnats de France de swimrun hier tous les quatre et c'est ta mère qui a gardé, ta mère Charlotte qui a gardé complètement, Léo pendant la Et course. qui nous très bien. permet de faire ce tournage Ouais. aujourd'hui. Non mais ça c'est un vrai sujet Ouais. quand t'es parent et que tu fais des courses et que les enfants n'ont pas école en plus donc ils sont avec toi toute la semaine, faut s'organiser quoi. On dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant et en fait, au final, on voit que pour un équilibre, quand on est à deux, parfois, ça peut mettre des tensions dans un couple, justement quand les deux font du sport. Et c'est vrai que quand il y a des personnes extérieures, ça permet d'avoir un équilibre. Après, c'est amener les grands-parents, ça peut aussi mettre des tensions Oui, dans le couple. ça dépend des Ah, familles. Ça se passe toujours très bien. Tu mais... veux témoigner Charlotte? Non, pas du tout. Fredo. Non, mais je veux dire, c'est vrai que c'est toute une réorganisation. Il faut aussi avoir la chance C'est d'avoir ça. des grands-parents disponibles En oui. forme. et en forme aussi. Ouais, donc c'est vrai que voilà. Profiter de chaque seconde pour s'entraîner pendant les vacances. Bonne ou mauvaise idée, Camille? Mauvaise. Ouais, pourquoi? Pas chaque seconde, j'essaye aussi de profiter en famille. Donc, Ouais. par exemple, avec mon mari, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit nos créneaux de sport. Lui, par exemple, il va aller surfer. Donc, la marée, la marée, elle est à telle heure. Donc, il va y aller, il revient, c'est moi qui vais courir et après, on profite en famille. Donc, pas chaque seconde, donc pour laisser à chacun faire son sport. Mais je sais que je profite encore plus du sport en vacances. Mais il y a aussi un risque en termes d'augmentation brutale du volume d'entraînement. Alexandre, j'imagine que si on s'entraîne habituellement 5-6 heures par semaine, ce qui est déjà beaucoup, ou moins, enfin entre 2 et 4 heures par semaine, et que tout d'un coup on se retrouve en vacances avec beaucoup plus de temps libre, et donc on se dit, bah tiens, je vais en profiter pour en mettre à fond. Là, attention bobo, quoi. Ce qu'il faut faire, c'est arriver frais surtout. De la semaine d'avant, peut-être décharger au niveau de son entraînement, de façon à arriver à avoir de l'énergie. Souvent, on dit augmentation du volume de 10% en termes de kilomètres d'une semaine à l'autre, même d'un cycle à l'autre. Là, on décharge un petit peu la semaine d'avant et on peut envoyer un peu plus, mais pareil, toujours rester dans des normes qui sont quand même physiologiques et respectables. Mais juste, je voulais rebondir par rapport aux vacances, de ne pas oublier aussi que les vacances, on travaille, on n'est pas professionnel. C'est aussi pour couper au niveau du stress, de l'énergie. Ouais. Et on n'est pas là pour non plus mettre une contrainte encore de l'entraînement, donc il y a l'entraînement, ok, mais les vacances c'est avant tout aussi pour déconnecter et prendre du plaisir, c'est aussi important, je pense. Et lâcher prise. Changer complètement son alimentation pendant les vacances, c'est-à-dire soit ne plus manger parce qu'on s'entraîne plus autant et donc on a peur de prendre du poids, ou au contraire ne plus avoir aucune limite parce qu'on se dit ah bah c'est les vacances, je m'entraîne plus donc je peux bouffer tout ce que je veux. Bonne ou mauvaise idée Charlotte, où il faut essayer d'être un peu régulier? Tout est une question d'équilibre, comme tout. Hein. Je pense que c'est vrai que c'est le moment aussi de laisser place à des moments de partage social. Donc, ça peut être un barbecue, manger une glace au bord de mer, ou je ne sais quoi. Mais donc, on peut, voilà, mais faut pas que ce soit du quotidien non plus. L'été, c'est aussi la fraîcheur des fruits, des légumes, des crudités, des grosses salades. Donc, on peut se faire plaisir tout en mangeant très sainement l'été, je pense. Arrêter totalement le sport pendant les 15 jours de vacances ou les 3 semaines de vacances. Est-ce que c'est de la faiblesse de s'arrêter pendant 2 semaines, 3 semaines? Toujours pareil, ça dépend de l'objectif qu'on a, où il est placé. Si vous avez fait votre gros objectif juste avant les vacances, c'est parfait. Par contre, c'est sûr que si 2 semaines après, vous avez votre gros objectif, ben non, ça va pas être à ce moment-là, il va falloir couper forcément. Donc c'est toujours une... Toi, t'arrives à couper? Non. Moi, j'adore le sport et après, je fais différents types de sports. Je fais beaucoup de vélo, un peu de trail, de course à pied et j'aime pas m'enfermer dans quelque chose de monotone. J'aime bien justement varier les sports et les disciplines. Et l'été, justement, et les vacances, c'est aussi ça. Quand on part à la montagne, on peut faire du vélo. Quand on part à la mer, on peut nager. Il y a plein d'activités différentes à faire et avec toujours des atouts au niveau de la progression aussi. Camille, c'était arrivé de couper complètement pendant une certaine période? La grossesse, un peu plus, mais sinon, non. Justement, pendant l'été, je trouve que, pendant les vacances, on peut croiser les entraînements, on peut croiser des activités comme une randonnée qu'on fera peut-être pas chez soi. On peut faire, comme je disais, du surf. Ouais. On peut aller faire plein d'autres sports, du kayak, et faire sa séance de course à pied et faire un autre sport qu'on n'a pas l'habitude de faire et qui va travailler vraiment différemment. Fred Belaubre,
Freud Belaubre, notre expert philosophie et entraînement. C'est quoi la conséquence, Fred, sur le corps et sur son niveau quand on arrête complètement le sport pendant une certaine période? Est-ce qu'on a des données qui nous permettent de mesurer tout ça? Oui, tout à fait. Alors déjà, là, ce que je vais évoquer, c'est plus la coupure estivale. Faut pas confondre coupure estivale et forcément vacances. Vacances, ça va être toutes les contraintes entre guillemets, d'organisation avec la famille, etc. Là, c'est la coupure estivale. Les bienfaits de la coupure estivale, ça veut dire que c'est volontaire. On a organisé une coupure, on va faire moins de sport. C'est pas une contrainte à cause d'un programme chargé. Et donc, c'est pas parce que tu es blessé? C'est ni blessé, ni parce que tu n'as pas le temps. Tu arrives à un niveau de fatigue assez élevé avec ton première partie de saison. Si tu veux faire une bonne deuxième partie de saison, c'est important de faire une coupure. Chose que tu as du mal à faire malgré mes efforts. Mais c'est important pour faire un petit reset mental et physique. Donc déjà, les bienfaits, avant de passer aux méfaits qui font peur à tout le monde, à toi notamment. Les bienfaits, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au corps, on soigne les petits bobos, on pense à autre chose, donc on peut faire quand même un peu de sport croisé, du surf, etc. Donc c'est pas une coupure totale de l'activité physique? C'est une coupure de la pratique que tu as l'habitude de faire pendant l'année. C'est une coupure de la rigueur. C'est une coupure de la rigueur, c'est une coupure de la concentration, de la réflexion par rapport à ce que tu fais. Tu fais ce que tu as envie. Et en général, quand tu aimes bien le sport, de toute façon, tu vas aller faire de la rando, c'est parfait. Des choses de l'activité. Oui, ça ne veut pas dire je reste assis dans le canapé, je ne bouge plus toute la journée. Donc ça, c'est les bienfaits. Ça fait du bien à la tête, etc. Par contre, que dit la science? Donc pour rassurer tout le monde, que dit la science sur cet arrêt du sport volontaire ou involontaire? Par rapport à la VO2 max, déjà, il faut savoir qu'en quelques jours Alors la VO2 max, rappelle-nous ce que c'est en 2-3 mots. La VO2 max, c'est un indicateur de niveau de performance qui est le volume d'oxygène qui est apporté aux muscles. Donc c'est la capacité du corps à utiliser l'oxygène disponible. Et plus le VO2 max est élevé, plus tu peux performer, courir vite, nager vite, etc. On fait un sport d'endurance, donc on utilise l'oxygène. Donc au plus il y a d'oxygène qui arrive aux muscles, au plus on peut aller vite. C'est pas le seul indicateur de performance, surtout sur le très long. Mais ça en est un. Et donc, en quelques jours, cet indicateur, qui est assez sensible à l'entraînement, notamment aux séances d'intensité, en quelques jours, il ne va pas vraiment baisser. Ah ouais. Donc déjà, c'est rassurant. Il baisse un petit peu. C'est quoi quelques jours? Quelques jours, c'est moins d'une semaine. C'est une semaine, allez. Ok, donc si je m'arrête une semaine, mon VO2 max, il ne va pas trop baisser? Non. Un peu quand même? Alors, il y a des seuils. Il y a une semaine, il y a moins de 4 semaines et il y a plus de 4 semaines. Okay. Donc quelques jours, il n'y a quasiment aucune incidence. Ce qui va baisser en premier, c'est le volume sanguin, donc le volume plasmatique. Donc ta VO2 max, elle baisse parce que tu as un volume sanguin qui est moins important. Donc il y a moins d'oxygène qui va arriver à tes muscles, mais ça revient très vite. Ok. Ce qui est plus dramatique, ce qui a plus de conséquences, c'est quand ton volume, le muscle lui-même du cœur qui commence à réduire, la densité des mitochondries dans les muscles, etc. Là, on chute un peu, mais c'est au-delà de 4 semaines. Donc, quelques jours, pas d'incidence. Un peu moins de 4 semaines, on a quand même une baisse de 4 à 14% chez les sportifs de haut niveau de la VO2 max. Donc, si tu t'arrêtes moins de 4 semaines, mais quand même, donc, on va dire si tu t'arrêtes 3 semaines, tu perds chez les sportifs de haut niveau entre 4 et 14% de la VO2 max. Alors, c'est les plus impactés, les sportifs de haut niveau, parce qu'ils font beaucoup d'intensité, leur VO2 max, elle est poussée à bloc, donc dès qu'ils s'arrêtent, forcément, ça chute. Et les amateurs? Les amateurs, ça va de 3 à 6%. Ah donc c'est plus modéré, mais quoi qu'il arrive, même avec 7 jours ou 3 semaines d'inactivité, on reste au-dessus d'un niveau sédentaire. Oui, tu deviens pas sédentaire en arrêtant juste le sport pendant 3 semaines, quoi. Voilà, 3 semaines. Mais 3 semaines, ça commence à faire. 3 semaines d'arrêt, ça fait beaucoup. Donc je rappelle, 1 semaine, pas d'incidence. 3 semaines, on commence à perdre un peu de taille du cœur. Donc le volume plasmatique, il descend. La taille du cœur, il descend. Le volume d'éjection systolique commence à chuter un petit peu. C'est des pourcentages... Alors, le volume d'éjection systolique, là, tu m'as perdu. Okay, pour moi, systolique, c'est une cystite. Ça n'a rien à voir. Non. Donc, volume d'éjection systolique, c'est le cœur. C'est le cœur, le volume de sang qui peut expulser. Donc, le volume de sang éjecté à chaque battement de cœur. Voilà, exactement. C'est vraiment la taille ou c'est la puissance du cœur? C'est la taille du ventricule gauche, pour être précis. Donc, le cœur, il grossit et il réduit. Donc, au plus il est gros, au plus il absorbe une quantité de sang comme un ballon de baudruche. Il absorbe plus de sang et au plus il est puissant,
et au plus il envoie le sang fort. Donc quand on dit que quelqu'un a un grand cœur, c'est pas seulement qu'il est généreux, c'est aussi qu'il fait beaucoup de séances d'intensité. Potentiellement, il peut avoir une bonne VO2 max. Ok. c'est ça donc, que ça veut dire. donc plus de 4 semaines. Plus de 4 semaines, plus d'un mois d'arrêt, là on est à 20% pour les sportifs de haut niveau. Là, il y a la taille du cœur qui réduit réellement. Et chez les amateurs, le débit cardiaque, le volume sanguin, les enzymes musculaires, la capillarisation, le glycogène, il y a tout qui repart à zéro. À zéro carrément ? Ouais, tu repars quasiment à zéro. Mais c'est énorme, moins 20%. Mais le corps a une mémoire et donc il faut rebâtir tous les échelons. Ça va être plus rapide que tout le travail hivernal que tu as fait. Oui, d'accord, tu vas revenir plus vite, mais par contre, quand tu reprends, c'est dur, quoi. Tu l'as vécu ça déjà, Camille, un moment où tu as arrêté le sport pendant plusieurs semaines et tu as recommencé à courir et tu t'es dit, oh là, mais en fait, je sais plus courir ? La grossesse, clairement. Ah oui. Clairement, tu reprends, tu fais 2 km et tu te dis, waouh, tu respires pas, tu as besoin de marcher. Tu te dis, ouais, je reviens de loin. Mais par contre, c'est fou comment ça revient vite. Je pousse pas à refaire un marathon rapidement, mais j'ai fait un marathon 7 mois après et j'ai quand même couru en 4h15. Mon record était à 3h48, mais voilà, j'ai réussi et sans bobo, ni dans ma préparation, ni le jour J. Et après, j'ai pu continuer à faire du sport. Toi, Alexandre, aussi, tu as vécu ça, cette expérience de... Non, tu t'es jamais arrêté plus pendant un mois, non. Franchement, honnêtement, je pense pas m'être arrêté. Des fois, il y a des petites blessures, mais on arrive facilement à croiser. Et pour rebondir par rapport à ce que tu disais, c'était Fabrice Kuhn, je sais pas si vous l'avez eu, médecin généraliste, qui avait justement fait un livre sur la science de l'endurance. Et il disait que le premier paramètre qui était impacté, c'était la vitesse max au bout de 5 jours. Donc, c'est exactement ce que tu dis. Après 15 jours, lui disait que c'était le seuil anaérobie et un mois l'aérobie. Donc c'est parfaitement ce que tu ressens. Alors le petit conseil dans tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que si on s'arrête ou si on ne peut pas s'entraîner pendant même jusqu'à 4 semaines, une seule séance d'intensité par semaine peut maintenir tous les facteurs déterminants de la VO2 max jusqu'à 4 semaines. Et est-ce qu'on a des données sur l'évolution de la VO2 max quand on fait un enterrement de vie de jeune fille à Majorque, par exemple, et qu'on dort pas c'est petit. pendant plusieurs nuits? Alors, est-ce qu'on sait comment la VO2 max évolue? J'ai 2 catégories. Il y a ceux qui enchaînent avec un podcast et ceux qui n'enchaînent pas. Et avec un podcast, on maintient tous les acquis. Ok, super. Bon, voilà, Camille, c'est une bonne nouvelle. Tout va bien. Hugo, je crois que toi, tu fais des coupures annuelles. Hugo. Ouais, tu fais vraiment rien pendant 2 semaines? Alors non, pas vraiment rien. Ça serait trop tiré par les choses, sinon je ne tiendrais pas en place. Mais je réduis et je fais que des sports qui sont des sports autres. Donc je fais pas de course à pied. Et pas de natation? Je fais pas de natation. Et tu fais quoi? Du vélo, je vais faire un squash, je vais faire des choses. Tu fais pas un paddle quand même? Non, je reste respectable quand même. Mais on embrasse tous les gens qui font du paddle, évidemment, bien sûr. Il y a que Hugo qui déteste le paddle, je sais pas pourquoi. T'aimes le paddle, Alexandre? Non. Un peu de mal aussi. Va, moi, j'aime bien le rester. paddle. Ouais, j'aime bien le paddle. Mais je sais pas pourquoi vous détestez le paddle. Mais c'est toi qui m'as dit ça. Moi, j'ai pris la balle au rebond. Hein. Le mec te tresse. Il avance des trucs des fois. Et comment on fait du coup pour s'arrêter pendant les vacances, faire cette coupure estivale sans culpabiliser? Non, mais déjà, en sachant ça. Oui, en sachant ça, c'est vrai que ça aide. En sachant ça, déjà, on culpabilise moins. Bon, une semaine, et puis, en faisant d'autres activités sportives. Moi, j'ai un conseil. Comprendre l'objectif des séances qui sont programmées. Par exemple, si ton coach t'a prévu un programme et que tu peux pas le respecter comme il se doit, mauvais élève, pas bien. Et ben, si tu comprends l'objectif des séances, déjà, ça te permet de dire, bon, ok, je remplace le footing par... une rando, et puis ma séance de natation par du surf, parce que musculairement, j'entretiens les acquis, ou une séance de fractionné qui était hyper compliquée. Bon, je fais juste 2-3 accélérations, et comme ça, je maintiens... comprendre la logique de l'entraînement. Alexandre? Juste par rapport à la VO2 max, de ne pas oublier qu'on ne s'entraîne pas pour avoir la meilleure VO2 max, mais on s'entraîne pour un objectif. Ah bon? Et donc, je prends notamment l'exemple du trailer. Si on coupe pendant les vacances, peut-être faire une séance où on va faire plutôt une sortie un peu longue avec du dénivelé. Ça a plus de sens que de faire une séance où on va travailler la haute intensité pour maintenir sa VO2. Parce que la spécificité de votre compétition, c'est justement de faire du D+, et du D-. Donc, on n'est pas forcément obligé. Je vois que tu n'étais pas d'accord avec ce que je dis. Non, mais c'est juste... Mais ce que tu perds en premier, c'est la vitesse, comme tu as dit tout à l'heure. Donc... on pourrait aussi dire, peu importe ton objectif, et si tu peux rien faire, il y a un truc à faire, c'est l'objectif. Mais là où je te rejoins, c'est la vitesse, tu veux dire? C'est la vitesse et l'intensité. Mais là où je te rejoins complètement, c'est que un trailer avec une faible VO2 max peut être un très très bon trailer. Donc
C'est pas le seul déterminant. Je trouve que si tu coupes pendant 3 semaines, que tu fais pas de D+, pas de D- pour un trailer et tu reprends, si tu as une séance à caler, je calerai plus une séance sortie longue avec du D+, et du D- qu'une séance de haute intensité. Après, ça sera pareil, spécifique. Tout se justifie de toute façon. Alors, il y a un autre truc pendant les vacances, souvent, en tout cas l'été, c'est qu'il fait chaud. Il fait plus chaud que pendant le reste de l'année. Partir courir en maillot à midi au mois d'août, c'est forcément une mauvaise idée, Alexandre? Ça dépend. Si on est après, attention, parce que souvent on dit oui, ne courez pas sous la chaleur. Mais malheureusement, si votre course elle se passe aussi à 14h, il va falloir s'y préparer. Donc être progressif, commencer d'abord avec des températures un peu moins élevées pour arriver justement sur des températures un peu plus élevées au bout d'un moment. Au bout de 2-3 semaines, souvent on recommande. Mais il va falloir passer par là, donc il faut aussi s'y entraîner. Enfin, moi, c'est ma vision. Après, rester bien hydraté et faire attention. Alors, j'en parle parce que selon un sondage OpinionWay de 2024, la chaleur est le principal frein à la pratique sportive pendant les vacances. Dans 59% des cas, les problèmes de santé liés à la chaleur qui peuvent en découler sont cités en deuxième, 35%, devant le manque de motivation, 29%, et une trop grande affluence dans les lieux de pratique, 25%. Et après, on retrouve le coût des stages, des camps sportifs, des locations de matériel, 18%. Donc la chaleur, c'est quand même un sacré frein à l'entraînement. Camille, toi, ça te refroidit la chaleur? Ouais. Je suis très fier de cette phrase. Ça te refroidit la chaleur pendant les vacances pour t'entraîner? Moi, je suis plutôt du matin. Et j'aime partir quand tout le monde dort. Et donc, voilà, à midi, c'est à la fraîche. Ouais. À midi, c'est trop chaud. En sortant de boîte. Ouais. Camille ne voudra plus jamais revenir dans Safe Pace et surtout ne voudra plus jamais nous confier le moindre détail de sa vie. Non, mais je précise quand même pour les gens qui nous écoutent que évidemment c'est une blague, elle est extrêmement sportive, elle a une vie très saine, elle a une salle de sport, elle fait du yoga, enfin voilà, tout est parfait sauf 3 jours par an à Majorque. Tous les 10 ans. Tous les 10 ans. Voilà. Rendez-vous dans 10 ans du coup. Non, mais sur le sujet de la chaleur, je vous invite à aller écouter un épisode de Safe Pace qu'on a consacré entièrement à l'entraînement à la chaleur avec Mathieu Delpech, le trailer, et Cyril Schmitt, qui est spécialiste de l'entraînement à la chaleur. C'est passionnant, on vous donne plein de conseils parce qu'évidemment, il y a beaucoup de précautions à prendre. Si on n'est pas habitué, on ne va pas s'amuser à aller faire une séance de fractionné à 40 degrés à 15h en plein après-midi. Évidemment, c'est beaucoup trop risqué. Il faut faire ça progressivement. Je parle sous ton contrôle, Alexandre, évidemment. Progressivité, commencer par faire des petits footings à basse intensité, surveiller les signes d'alerte si on a mal à la tête, des vertiges, etc. Évidemment, on arrête immédiatement. Il y a beaucoup de précautions à prendre, donc ne faites pas n'importe quoi, ne le faites pas n'importe comment, mais ça peut être intéressant en termes d'entraînement. Maintenant qu'on a vu les principales erreurs à éviter, on va essayer de voir comment mettre à profit les semaines de vacances pour garder le rythme, comment ne pas perdre son niveau tout en se reposant. Alors d'abord, je vous donne les activités sportives les plus pratiquées par les Français en vacances. Randonnée, 64%. En deuxième, c'est quoi à votre avis? Pétanque. Non. Natation, 50%. Bah oui, parce que les gens vont à la mer. Au bord de mer. Ils nagent pas le reste de l'année, mais ils nagent. Oh, tu lèves les yeux au ciel, Alexandre, genre c'est pas de la natation, quoi. Ouais, je suis d'accord. c'est la petite brasse, je pense. C'est déjà pas mal. C'est déjà de l'activité aquatique, on va dire. Ensuite, il y a le vélo. 50%, très pratiqué pendant les vacances. La pétanque, 39%, qui devance la course à pied, 25% seulement. Donc la course à pied pendant les vacances, c'est pas le top de la pratique. Et après, on a les sports de raquettes, 24%. Il doit y avoir du ping-pong, du squash, du paddle, etc. Est-ce que ça a un intérêt en termes d'entraînement, là je parle pas en termes de plaisir, est-ce que ça a un intérêt de découvrir de nouvelles disciplines pendant l'été, de changer de pratique pendant l'été, Hugo? Oui, moi je trouve complètement, parce qu'en fait, ça t'amène dans de nouvelles circonstances et de découvrir un peu plus ton corps, comment il réagit, de voir un peu de tout ce qui est la kinesthésie, donc savoir comment ton corps évolue dans l'espace et évolue dans d'autres contraintes. Donc ça sort un peu de ton habitude et ça t'amène aussi à des fois à réussir à faire des transpositions d'un sport à l'autre. Et en fait, coupure ou vacances, pour moi, je trouve que faire d'autres sports, quand tu reprends ton activité habituelle, t'es plus motivé. Donc varier, en fait, ça ramène de la motivation en retour, je trouve. Et comme les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, c'est quand la dernière fois que tu as coupé au niveau de la course à pied? Quand j'étais athlète pro et qu'on m'obligeait à couper. Et donc c'était il y a... Non mais d'ailleurs j'étais... Et encore. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Pour le coup j'étais très contente de couper à l'époque. J'avais 3 semaines de coupure et je les prenais grand volontiers parce que quand on s'entraîne 30 heures par semaine, finalement cette coupure on l'attend impatiemment. Ouais. Alors que maintenant c'est du sport plaisir et effectivement quand tu pratiques pour le plaisir, t'as pas envie de couper quoi. Mais les volumes sont très différents donc c'est
c'est très différent. Alexandre. Au niveau du surentraînement, justement, c'est un paramètre qui est important, l'envie de s'entraîner. Quand on commence à plus avoir envie de s'entraîner, c'est justement qu'on a peut-être... on est un peu au-dessus de la capacité de notre corps à encaisser cette charge. Donc, c'est un bon indicateur pour commencer à limiter un petit peu l'entraînement et prendre des vacances. Et on parlait de planification et l'alternance, ça fait partie aussi de la progression. Et savoir vraiment avoir une grosse décharge après une période de plusieurs objectifs annuels, c'est important pour repartir, pour mieux repartir. Et je pense que l'appréhension que je vois, moi, chez beaucoup de coureurs amateurs, c'est de repartir plus bas, de perdre beaucoup. Et en fait, tu vois, tu le disais, Camille, ça revient assez vite, quoi. Enfin, au bout de 4 semaines de reprise, on est au stade où on était avant la coupure. Et là, on peut bâtir quelque chose de plus intéressant sur un corps et un esprit plus frais. 4 semaines de coupure, ça va pas détruire des années d'entraînement et d'investissement dans une pratique. Alexandre, si on fait jamais de renforcement musculaire pendant l'année, est-ce que c'est le moment de s'y mettre pendant les vacances ? Tout dépend des vacances qu'on va avoir. Si on fait un gros bloc pendant ces vacances où justement on va s'entraîner plus, c'est pas le meilleur moment pour commencer du renforcement musculaire. Mais si on veut voir autre chose, c'est un très bon moment justement pour se lancer. Ouais. Attention parce que les premières séances peuvent faire des petites courbatures. Donc si on a prévu un gros programme derrière, de faire attention à la charge et être toujours progressif, bien sûr. Moi, par contre, je suis un fan du renfo et peut-être qu'on pourra en parler, ou je sais peut-être pas le thème aujourd'hui, mais pour un coureur, ça a quand même du sens de rentrer au moins 1 à 2 séances de renfo dans la semaine, pas des très grosses séances, mais un petit quart d'heure, 20 minutes 2 fois par semaine, pour moi, c'est top. Pour ça, je vous renvoie à un épisode de Safe Pace qu'on a fait spécifiquement consacré au renforcement musculaire en course à pied, avec les exercices à faire, la fréquence, etc. C'est dispo sur toutes les plateformes et on creuse évidemment le sujet dans le détail. Comment on calcule la réduction du volume d'entraînement pendant les vacances si on veut maintenir le niveau sans se fatiguer? On réduit de 30-50%, on peut faire moitié moins. C'est ce que tu disais un peu tout à l'heure, ça permet de maintenir la VO2. Ouais, si on veut vraiment, ça dépend quel est l'objectif de la réduction. Si c'est vraiment couper au maximum et donc qu'est-ce qu'il y a qui va te maintenir au niveau, le minimum ce serait une séance d'intensité ou une séance de trail pour être plus spécifique à ton objectif. Et après, si tu peux faire 3 séances, au final, tu gardes ton ratio habituel, mais tu enlèves. Donc, si tu faisais 2 footings, une intensité, tu fais plus que petite intensité, un petit footing. Alors, il y a un truc qui se développe beaucoup, c'est le tourisme sportif. C'est-à-dire que les gens choisissent leur lieu de vacances pour pratiquer une activité sportive. Donc, on va aller à la montagne pour faire du trail, parce que le reste de l'année, on habite en ville, on n'a pas de montagne. On va aller au bord de la mer pour faire du surf, etc. Camille, tu choisis un peu tes endroits de vacances en fonction des activités sportives ou pas vraiment ? Oui, on a notre petit rituel l'été où on part toujours 3 semaines dans le sud-ouest. Et je sais que j'aime beaucoup les pistes cyclables là-bas. On est vraiment à 2 minutes de la mer pour surfer. On est dans un camping, j'aime bien parce qu'il y a des cours de renfo, il y a une dame qui vient donner des cours de yoga sur la plage. Donc ça fait partie du choix, quoi, d'aller... Ouais, j'aime beaucoup. Et il y a les fêtes de Bayonne. Non. Je les ai jamais faites. J'adore parce que ma famille va me dire mais ils t'ont pris pour qui quoi? Je me dis mais c'était pas toi. Non mais c'était une autre Camille. C'est ça. C'est un homonyme. Quel hasard de dingue. Mais promis si j'y vais je t'enverrai une photo. On ira ensemble parce que moi je l'ai fait les fêtes de Bayonne, figure-toi, on peut les faire sans. Enfin, bref, sans boire. C'est pas vraiment le sujet, mais quoique, ça fait partie des vacances. Mais il y a même un 10 km pour les fêtes de Bayonne, je crois. Il y a un 14 km qui s'appelle la foulée du FaceTire. On peut le faire de manière sportive. Du FaceTire, d'ailleurs, je sais pas comment on prononce vraiment, mais je le fais là cette année. Et c'est très sympa, c'est un 14 km qui part de Biarritz et qui arrive à Bayonne le jour de l'ouverture des fêtes de Bayonne. C'est une course où tu dois être en blanc et rouge. C'est très sympa, je vous la recommande. C'est vraiment un super événement, à la fois sportif et culturel. Le tourisme sportif, on le disait, c'est-à-dire le fait d'aller en vacances pour pratiquer du sport, ça concerne quand même 23% des Français. Je pensais pas que c'était autant, dont 10% qui le pratiquent en itinérance. Donc c'est tout ce qui est voyage à vélo, enfin les randos longue durée ou les chemins de Compostelle, enfin ce genre de choses. À quoi il faut faire attention dans ce genre de cas? Parce que pour le coup, quand on fait des vacances où on va faire quasiment que du sport, par exemple traverser les Dolomites en vélo comme vous allez le faire avec certains stagiaires cet été, ou aller en profiter pour se faire un stage de surf. Là, attention, risque de bobo, quoi. On passe de quelques heures d'entraînement par semaine à 25 heures, 30 heures de vélo. Tout dépend si on a préparé cet objectif-là. Oui, c'est ça. Mais si c'est un objectif qui est pris en compte dans la planification, il n'y a pas de
problèmes, oui, mais de s'il n'y a risques pas de de planification, blessures. parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont juste se faire une semaine de sport parce qu'ils en ont envie, sans forcément planifier tout ça. Justement, il faut le planifier comme étant un événement lui-même. En fait, il faut s'y préparer et pas du jour au lendemain passer de sa petite journée 8h, 20h au bureau derrière un écran à faire 8h, 20h sur un vélo pour faire le tour des Dolomites. Ça va être ce qu'on dit dans tous les épisodes. Il faut dans la progressivité et puis il faut anticiper en fait ce genre d'événement, tout comme ça pourrait être le cas pour une course. Après, si c'est de la rando, alors je dis pas que la rando, c'est quand même moins traumatisant que du trail ou du cyclisme. Marcher plusieurs heures l'été, c'est peut-être plus doux quand même. Ça reste plus accessible. Après, moi, je trouve que dans l'itinérance, il y a un paramètre qui est plus fatigant, c'est la logistique. La logistique de devoir gérer les hébergements, le déplacement des bagages, etc. Donc, c'est vrai que c'est des vacances sportives et très sympas, mais qui peuvent être moins reposantes. Alexandre. Pour s'y préparer à ce type justement de semaine, ce que je recommande, c'est quand même des week-end shocks. C'est ça qui est le plus spécifique par rapport à ce qu'on va faire. Parce que souvent, les gens vont s'entraîner, on va faire une grosse séance de 3 heures une fois, on va en refaire une semaine après de 4 heures. Mais ce qu'il faut, c'est réussir à enchaîner justement ces épreuves-là jour par jour. Donc faire sur 2 ou 3 jours un bon volume d'entraînement et pas chercher à vouloir s'entraîner tous les jours 2 heures parce que ça ressemblera quand même moins à l'effort qu'on va faire le jour J. Alors justement, puisqu'on parle de logistique, là on enregistre à Argelès-sur-Mer qui nous accueille pour l'enregistrement du podcast. On connaît le coin, enfin moi je le connais parce que j'ai une maison de famille dans le coin, mais quand on va en vacances et qu'on arrive quelque part, on ne connaît pas forcément. Et donc on ne sait pas forcément où aller courir, où aller rouler, où aller nager. Hugo, sur quel outil on peut s'appuyer quand on débarque quelque part pour maintenir un entraînement dans un lieu qu'on ne connaît pas? J'en ai plusieurs à vous proposer. Le plus connu et celui qu'on utilise majoritairement, ça va être Strava. Sur Strava, il y a ce qu'on appelle une heat map, donc une carte de chaleur. Ça permet, quand vous rentrez tous vos paramètres, votre sport, là où vous êtes, et une certaine durée dans le temps pour remonter, de montrer en fait sur cette durée-là quel chemin a été le plus utilisé dernièrement pour faire cette discipline-là. D'accord. Donc ça vous permet de voir en fait que localement, ça c'est un chemin qui est très utilisé pour faire de la randonnée ou pour faire du trail ou pour faire du vélo. Donc vous pouvez vous amuser en fait à tracer votre parcours vous-même grâce à cette heatmap. Le problème, c'est que du coup, tout le monde fait ça, donc il va y avoir du monde, quoi. Si tu veux être tranquille tout seul, ça marche pas. Ça c'est un des phénomènes qu'il pourrait y avoir en face, effectivement. Après, si vous voulez moins être aventureux ou du moins pas créer vous-même votre parcours, il y a des plateformes également qui proposent tout un tas de parcours qui sont complètement faits. Les plus connus vont être All Trails. Vous allez avoir aussi Open Runner qui fait ce genre de parcours-là. Donc ça, c'est pareil, c'est des itinéraires qui sont déjà enregistrés. Vous pouvez aussi les retrouver sur Strava si vous voulez. Vous cherchez des itinéraires, vous rencontrez vos paramètres et ça vous propose tout un tas d'itinéraires pour aller découvrir autour de chez vous en fonction de votre sport. Oui, parce qu'il y a les montres aussi maintenant qui proposent en fonction de l'endroit où vous êtes et vous dites je veux faire 30 km en allant vers le sud, une boucle de 30 km. Moi j'ai déjà testé. Parfois, tu te retrouves dans des endroits où tu leur demandes, tu mets l'option trail, mais ils te font passer par une nationale avec des voitures qui roulent à 110. C'est pas toujours très fiable. C'est un peu comme Google Maps, quand on met le GPS sur la voiture. Des fois, on peut se retrouver sur une petite route secondaire complètement cabossée. Faut pas y aller les yeux fermés non plus, quoi. C'est l'avantage justement de la carte de chaleur, c'est que du coup, si les gens y se font passer beaucoup dernièrement, tu es à peu près sûr que ce parcours-là, en tout cas, il est safe pour ce que tu as à faire. Et un des derniers outils qui peut être non négligeable quand on est là l'été, ça va être soit le site France Vélo Tourisme qui recense tous les établissements où on peut venir et être accueilli avec son vélo en backpacking. Ça, c'est pour le vélo, ouais. Et sinon, ça va être Komoot, qui, lui, a une petite spécificité. Il montre toutes les fontaines. Les fontaines, les points d'eau sur lesquels on peut vraiment aller chercher en fait notre eau. Si jamais on fait un long parcours et qu'on n'a pas toute l'eau sur nous, au moins on sait où est-ce qu'il y a des fontaines. Camille, tu t'es déjà retrouvé en grosse galère d'être quelque part en vacances, de tenter d'aller, je sais pas, faire un trail ou une balade et de te retrouver dans un endroit où tu t'es dit mais comment je vais me sortir de là? Moi, c'est un truc qui me stresse, ça, par exemple. Ouais. Moi, quand j'ai un programme, j'ai une coach qui me fait mon programme. Je sais que j'ai 1h15 à faire à telle allure et tout ça. J'avoue que quand je connais pas le parcours, ça me stresse et je me dis je vais pas réussir à tenir mes allures. Et là, ce week-end, j'ai fait le test. Avec Strava, j'ai cherché un 8 km autour de chez moi, autour de Palma où on était, pour courir. Et j'étais contente parce que je suis tombée sur que 10 chemins et ça a bien fait 8 km et ça a tenu vraiment le parcours. Mais c'est un truc qui me stresse. Mais j'ai jamais été vraiment en galère. Alexandre? Oui, ça arrive souvent de se retrouver sans eau. Surtout moi, j'habite à Marseille, donc quand on traverse les Calanques, il y a pas mal de moments où il n'y a pas d'ombre, s'il faut faire attention.
Mais après, soyez vigilants. Partez aussi avec quelqu'un quand vous partez en expédition. C'est quand même mieux de ne pas être seul. Je trouve qu'on prend un peu plus de risques. En étant accompagné, en principe, on est quand même sûr et au pire, on fait demi-tour. Mais je ne suis pas très aventurier, moi, perso. En montagne, il y a notamment le risque des patous, les chiens de berger. On sait que dans certains endroits, il y a pas mal de problèmes avec les randonneurs ou les trailers qui se retrouvent parce qu'ils ne connaissent pas le coin au milieu d'un champ avec un troupeau pas loin, avec des chiens qui peuvent vous attaquer parce qu'ils défendent le troupeau. Donc il y a aussi ce genre de danger à prendre en compte, notamment en montagne, Hugo, où il peut y avoir aussi des risques d'éboulement. On sait qu'avec le changement climatique, les falaises elles sont de plus en plus instables. Il ne faut pas faire n'importe quoi quand on arrive quelque part en vacances. Il faut se renseigner un minimum sur là où on va mettre les pieds. Il faut se renseigner un minimum, même un maximum, je dirais, pour être sûr de ne pas avoir de ce genre de problème. Parce qu'en plus, si on garde l'exemple des calanques, il n'y a pas de réseau de téléphone. Ou très peu. Donc c'est pas à ce moment-là qu'on va compter forcément là-dessus. Donc il faut anticiper aussi ce genre de plan B pour pas avoir à faire face à des situations dans lesquelles on ne peut pas s'en sortir. Et l'avantage aussi de ces heat maps, ça permet d'en fait, on peut régler à quel temps on remonte en arrière. Donc je peux dire les chemins les plus utilisés sur les 3 derniers jours, sur les 6 derniers mois ou encore plus. Et c'est un peu le problème, je trouve, des plateformes où elles te donnent juste des itinéraires, c'est que des fois tu te rends pas bien compte de quand est-ce que l'itinéraire a été fait. Et je sais que ma femme, par exemple, adore quand je prévois des itinéraires, parce que moi je regarde pas vraiment ça, et je me suis retrouvé plus d'une fois dans un endroit où en fait c'est pas débroussaillé depuis 2 ans. Il y a que des ronces. C'est que des ronces, c'est des grosses falaises avec du gaz à droite à gauche. Et bon, moi je suis pas forcément très peureux, mais elle était très contente ce jour-là. Oui, parce que ça, évidemment, on pourrait en faire un épisode à part des crises de couple que génèrent les randonnées pendant les vacances. Mais si chérie, je te dis que c'est facile. Oui, c'est facile. J'ai beaucoup de chance, elle est très gentille. Oui. Fred, tu voulais apporter ton témoignage? Je disais aussi en vélo, par exemple, des fois tu fais un parcours, tu veux monter un col et puis tu arrives à la moitié, en fait il y a de la neige sur toute la route, le col est fermé, ça peut arriver aussi. Comment on fait, Camille, pour éviter de divorcer ou de perdre sa famille en vacances quand nous on veut faire du sport mais que c'est pas forcément l'état d'esprit général? Il faut se lever plus tôt, faut organisation, les emmener sur des activités où ils peuvent venir avec vous. Oui. Organisation, mêler l'utile à l'agréable sous forme de jeu ou quelque chose comme ça avec les enfants. Je sais que la poussette, c'est quand même un game changer quand on a besoin de faire 50 minutes d'endurance fondamentale. Allez hop, je prends la poussette. Imaginons, j'ai un fractionné à faire, je trouve un anneau, je pose la poussette, je tourne, il me voit, coucou, voilà. Par exemple avec les enfants. Et sinon, pendant les vacances, voilà, les créneaux, mon mari va à telle heure, moi j'y vais à telle heure. Moi, je trouve un truc où on n'y pense pas souvent, c'est quand on vient aller se balader un peu plus loin dans la ville par rapport à la maison et qu'on a pris la voiture pour y aller. Et en fait, il y en a un qui rentre avec la voiture et l'autre, il rentre en courant. Et ça, c'est un moment où en fait, on perd du temps au final à faire cette voiture, transport en voiture, ça sert pas à grand-chose. Et là, c'est un petit tips. On prend les baskets, on prend le short et on se change sur le parking et on part à ce moment-là. Un bon moyen de se débarrasser de son conjoint sportif qu'on ne supporte plus, de l'abandonner dans un lieu inconnu et de rentrer en voiture sans lui, en lui disant « à ce soir ». Charlotte et Fred, vous faites ça souvent, vous? Ouais, souvent. Il y en a un qui prend la voiture et puis l'autre il rentre en courant. Ça permet puis on alterne. Comme Hugo vient de le dire. Alors un autre petit écueil quand on est en vacances, c'est de faire de l'entraînement caché. Parce qu'une journée touristique, quand on va visiter une ville qu'on ne connaît pas, ça peut vite se finir à 15 000 ou 20 000 pas, ce qui est quand même un effort physique important. Et de rajouter derrière un footing ou une séance, là, il peut y avoir aussi des petits risques de blessures ou de fatigue. Je peux prendre l'exemple de ce week-end où là, je suis à 20 000 pas et j'ai pas fait grand-chose, mais le fait d'être sortie, par exemple, j'ai dansé, j'ai fait des pas et si j'avais une sortie à faire, c'est sûr que j'arriverais à 30 000 pas, voilà, par exemple. Là, par exemple, tu te sentirais d'aller faire une petite séance d'intensité? Non. Intensité, non. J'avoue que je suis en forme, que je me sens pas, voilà, mais il faut quand même prendre en compte qu'il y a une nuit blanche. Et c'est là où le point de Fred de tout à l'heure était assez important, de comprendre en fait la logique qui est derrière l'entraînement et de se dire en fait si c'est une sortie en endurance fondamentale, j'ai aussi fait une randonnée aujourd'hui, parce que j'ai vraiment besoin, en plus de mes 4 heures de randonnée familiale, d'aller faire mon 50 minutes de footing. Je suis pas sûr. Clairement, ça n'a pas de nécessité. Donc, il faut réussir aussi à sortir un peu du plan par moment. Alors là, je m'adresse aux personnes qui ont des enfants. Comment réussir à convaincre ces enfants de venir faire des randos et des balades avec vous pendant les vacances? Est-ce que vous avez des méthodes qui marchent? Le mensonge. Le mensonge. Bon. Ça, c'est interdit. Non, c'est pas bien. Non, parce que toi, Charlotte, tu l'as vécu avec tes parents. Comment ils arrivent à te convaincre, tes parents?
Moi, je suivais. Non, mais pour le coup, mon frère qui était moins Plus rigoureux. adepte, ouais, voilà. Non, il fallait trouver des objectifs intermédiaires, quoi. Aller chercher le caillou là, ramasser tel champignon à tel kilomètre, tel arbre à tel. Trouver du Non, ludique. oui, aller jusqu'au pique-nique. Mais voilà, trouver du ludique pour leur donner un petit intérêt à juste marcher sur un chemin, quoi. C'est Je me sûr. rappelle justement, c'est un peu la croisée des deux chemins entre le mensonge et trouver un objectif intermédiaire. Une randonnée tout petit où ma mère avait expliqué qu'on allait voir. Moi, j'étais encore plus petit, donc j'étais dans le sac à dos, mais mon frère était un peu plus âgé et on lui avait expliqué qu'on allait voir un château. Et en fait, le château était une ruine. Et une fois qu'il arrivait là-haut, quoi? Mais tout ça pour voir ces pierres? Mais ça sert à rien! Donc, non, le mensonge, pas sûr. Mais l'objectif a mais fonctionné. l'objectif, pas sûr, ouais. Bon, Camille, toi, ils sont en bas âge encore, mais Oui. ils ont quel âge? 11 mois 5 ans et 11 mois. À 5 ans? Non, à 5 ans, comment tu t'arrives à le convaincre? Ou à la convaincre, c'est une fille? Un garçon, Un mais j'ai du mal. Ouais. Déjà, rien qu'à vélo, ça fait mal aux jambes. Quand je le prends avec moi pour courir, on fait 5 km, il est déjà un peu au bout de sa vie. Donc voilà, pas facile. J'ai pas la réponse sur ce sujet-là. Ça la guérit pour le futur, c'est bien. Oui, voilà, c'est ce que je me dis. Alexandre, je te pose pas la question, mais, Non, mais t'as pas encore d'enfant. Mais... J'ai pas d'enfant, mais je trouve qu'il faut quand même donner cette envie aux enfants de faire du sport. On se rend Ouais. compte qu'ils sont trop sédentaires. Et c'était Blaise Dubois qui donnait cet exemple-là. Est-ce qu'on a envie tout le temps de se brosser les dents? Ben non, mais on le fait. Et le sport, ça devrait être pareil, malheureusement. Pour terminer, quand on rentre de vacances, qu'est-ce qui fait qu'on peut considérer que nos vacances sportives ont été réussies? Charlotte. Quand on a pris du plaisir avec la famille et puis qu'on a réussi à juste maintenir l'objectif sportif de la semaine. Je trouve que c'est déjà bien. Trouver le bon équilibre toujours. Ouais, c'est clair, ça, pas de blessure. Ouais. Ah, Et ça c'est bien, ça, pas de blessure. Pas de blessure Parce que j'en connais un paquet on a qui réussi à reviennent de s'adapter. vacances complètement défoncés. Et pas de divorce. Camille a dit oui. Déjà, non, pas de divorce, non, c'est mais pas du mal. plaisir et aussi reposer. Le Ouais. sommeil, je trouve que c'est important et c'est quelque chose où voilà, on peut peut-être être plus reposé pendant les vacances, prendre du temps pour soi et ça fait partie. Pour ne pas se blesser, ça en fait partie. Les plus belles vacances sportives de ta vie, c'était quoi, Alexandre? Moi, j'ai eu la chance de faire un beau voyage en Patagonie pour mes 30 ans. Et je pense que c'était un de mes plus beaux souvenirs. On était partis faire que des grosses randos tous les jours. Et voilà, je pense que c'était ça. Et toi, Camille? J'ai bien aimé, j'ai fait le triathlon de l'Alpe d'Huez et c'était chouette. Ah ouais. Mm. Sacré défi. T'es resté après une semaine là-bas? On a fait une semaine et on était parti avec le club de triathlon de ma ville et c'était vraiment une bonne ambiance. Et j'avais fait le M, j'avais pas fait le L, mais déjà, et de supporter les autres sur le L, c'était cool. Et vous avez mis un petit tips, un conseil de vacances incontournables niveau sportif que vous avez fait? Ouais, comme a dit Charlotte, c'est vrai que les grosses randos, les lieux en montagne où tu vas marcher dans la montagne, t'es jamais déçu. Il y a des beaux paysages, tu prends du plaisir, tu adaptes la longueur de la rando à ce que tu as envie et ce que tu as l'habitude de faire. Donne-moi un lieu. Charlotte. Moi, l'été, j'aime bien Embrun, parce que c'est vrai que c'est là où j'ai grandi aussi. Embrun, dans les mais Alpes. Embrun, voilà, dans les Alpes. Parce qu'il y a à la fois le lac, les montagnes, il fait pas trop chaud. Ouais, j'aime bien Embrun. Moi, ce serait chez mes parents, Sifour, les plages. Parce qu'il y a tout un tas de calanques autour. Sifour les plages. Tout à fait. C'est où, Sifour, ça les plages. C'est à côté de Sanary, pas très loin de Toulon. Ok. Et pas très loin de Cassis aussi, du coup, et des calanques. Et donc, du coup, on peut aller se balader un peu partout. Eh ben, merci beaucoup. Moi, ça m'a donné envie de partir en vacances pour faire une coupure annuelle, comme tu dis, Fred. Estival. Estivale, avec quand même des activités pour jouer au On vous ping-pong. dira si tu as tenu la coupure annuelle. Ouais, on fera des parties de ping-pong, peut-être enfin une activité où je pourrais battre les chroniqueurs de Safe Place. Et Il y aura encore, pas c'est trop pas de sûr. neige, Et encore, c'est pas sûr. Allez, c'est l'heure de l'interview tapis. Camille, c'est tombé sur toi puisque on s'est dit que quitte à pas dormir, autant se donner à fond sur le tapis. Il fait 35 degrés sur la terrasse. On a tout. Les vacances où on dort peut-être moins, on a la chaleur, là on va tout tester. Là, on est en conditions réelles. On va faire un test de vacances avec Camille Chastel sur l'interview tapis. C'est parti. Ça va, Camille? Nickel. Bon, là, pas besoin de s'échauffer trop longtemps vu Non. qu'il fait 35 degrés, que Non. t'es en Je plein bronze. cagnard. Je bronze. Franchement, c'est des conditions difficiles pour l'interview tapis. Je te rappelle qu'à chaque mauvaise réponse, la vitesse augmente. J'ai un peu la Et pression. on quand même, commence à 9 km/h. Et sachant que tu as fait une nuit blanche, dans tous les cas, ce sera une belle performance. Parce que Tout à moi, fait. tu me fais faire ça après une nuit blanche, autant te dire que je m'évanouis. Allez, un peu de culture G. Les congés payés, ça existe depuis quelle date exactement en France? L'année. L'instauration des congés payés, c'était pas forcément 5 54. semaines au début. 1936, après la victoire du Front populaire aux législatives, On va dire Craig. les congés payés ont fêté leurs 80 ans cette année. On passe à 11 km/h. Allez, Camille. Ça va être rapide, c'est bien. À l'époque, 1936, instauration des congés payés.
Ils avaient le droit à combien de semaines, les vacances par an? Ah ouais. Les Français par an. 20. 20 semaines jours. de vacances? Non, 20 jours. Ah, 20 jours. 3 semaines. T'es pas très loin. 3 semaines. T'es pas très loin, c'est 15 jours, c'est 2 semaines. Oh, mais... T'es pas très loin, 20 semaines. On passe à 12 km/h. Oh, mais tu m'as pas fait mot- de cadeau avec les Le questions. mot vacances vient du latin vacare. Qu'est-ce que ça voulait dire à l'origine? Réponse A, voyager loin de chez soi. Réponse B, être libre ou inoccupé. Réponse C, dormir plusieurs jours. Je dirais vaquer à ses occupations. Donc la réponse B. Être libre, tout à fait, oui, être inoccupé. Bonne réponse, bonne réponse Camille. Environ quel pourcentage de Français part au moins une fois en vacances chaque année? 35%. Non, c'est plus quand même. 60 à 65% des Français, selon Chaque l'Observatoire année. des inégalités. Ça veut dire que presque la moitié des Français ne partent pas en vacances quand même. Hein. On Ouais, est quand même mais- sur 40% des Français qui partent pas en vacances chaque année. Allez, on passe à 13. On passe à 13 km/h, ça va toujours? Toujours. Quelle est la ville française qui compte le plus de campings? Argelès. Oui! Bonne réponse, Argelès-sur-Mer, où nous sommes en ce moment. On la surnomme la capitale européenne du camping. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier le camping Le Dauphin qui nous accueille pour ce tournage de Safe Pace. Combien y a-t-il de campings sur la commune d'Argelès? À 5 près. À 5 près. C'est impressionnant. Hein. Oh, ouais. Sur une commune, 25. 48 campings sur la commune d'Argelès. Allez, C'est 14. énorme. On passe à 14 km/h. Moi, je passais mes vacances au camping à Argelès quand j'étais au lycée. Argelès-sur-Mer est aussi connue pour son immense plage. Elle mesure combien de kilomètres? 5. 7 km de j'étais plage pas de loin. sable. Je te l'accorde, parce que 5, c'est pas très loin. Et qu'on est à 14 km/h. La mer Méditerranée, à Argelès, en août, c'est environ quelle température de moyenne? En août? 29. 21. Non, 29, on y viendra un J'ai jour, jamais mais... dans la Méditerranée. C'est un barbule, ça. Allez, on passe à 15 km/h, courage. Camille, tu as couru le marathon de Paris cette année. Est-ce que tu peux me donner ton chrono exact? 4h15, 34. Allez, je te l'accorde, 4h15, 31 secondes. Quand a eu lieu le tout premier marathon de Paris? On va dire 50e, mais j'ai un an. Je sais pas. Ah, c'était presque ça. 1976, le marathon s'est organisé pour la première fois dans le bois de Boulogne et a été remporté par le Français Jean-Pierre Heudier en 2h20 minutes. Je te l'accorde. 15 km/h. 15 km/h. En fait, tu avais la bonne réponse. Hein. Tu as dit la 50e, c'est ça, c'est exactement la 50e. Ah bah c'est genre... Bon, de toute façon, tu pouvais pas continuer là. Si, mais c'était... C'était chaud. Ouais. Non, t'as joué à la sécurité, c'est bien. Écoute, 15 km/h avec 35 degrés et une nuit blanche. Je suis fière de moi. Je te tire mon chapeau, Merci Vive à vous. les EVGF à Palma de Majorque. Et merci Camille. Merci à vous. C'est ça. C'est ça. Merci d'être venu dans Safe Pace, c'était un plaisir de te recevoir. Merci également Alexandre d'être venu. On te retrouve sur Insta, Pams Therapy. Et toi c'est Camille Chastel. Hein. Camille CMP. Camille CMP C'est sur ça. Instagram pour suivre tous les conseils bien-être et Nuit Blanche. Allez, merci beaucoup en Merci tout cas, à vous. c'était super intéressant de parler de vacances et puis ça donne envie de partir en vacances. Merci à vous l'équipe. Puis je remercie également notre partenaire, l'Office du tourisme d'Argelès-sur-Mer qui a rendu cet épisode possible. À bientôt pour un prochain épisode et puis en attendant, si vous avez cette chance-là, bonnes vacances. Bye bye. Safe Pace, le podcast des sports d'endurance, présenté par Hugo Clément.